Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes dimanche 30 mai 2021, il est 22h55. Ce soir c'est mon dernier parlant DVD avant mon opération et il y en aura d'autres dans quelques temps, donc je sais pas. Si tout se passe bien, on pourra peut-être revoir des films à partir du week-end qui arrive prochain. Bref, donc dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, comme on a commencé la phase 1, on continue. Donc après Iron Man et l'incroyable Hulk, qu'est-ce qu'on a regardé? Iron Man 2 avec Robert Downey Jr. et d'autres acteurs. Oui, c'est d'habitude ils mettent des acteurs sur les jaquettes, là c'est pas le cas. Alors Iron Man 2. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le film avant de parler des synopsis? C'est un film que j'avais vu au cinéma. Et puis après, je l'ai vu plusieurs fois à télé, dématérialisé. Voilà, c'est un film que j'ai dû voir au moins 3 ou 4 fois. Alors, j'ai pas vu tous les Marvel au cinéma. Celui-là, j'avais été le voir dans un moment difficile dans ma vie, donc assez compliqué. Et du coup, j'avais besoin de me changer un peu les idées. Donc, du coup, j'ai été au cinéma. Il y avait Iron Man 2. Je me suis dit, cool, voilà. Pour la petite histoire. Alors, de quoi ça parle Iron Man 2? Alors, il faut savoir donc la phase 1 Marvel a commencé avec le premier film Iron Man. Donc c'était vraiment l'introduction du personnage. Donc à la fois donc lorsqu'on découvrait Tony Stark en tant que millionnaire, chef des entreprises Stark Industries qui fait dans l'armement. Le problème, c'est que on découvre sa chute, sa descente en enfer, au moment où il est fait prisonnier et où il découvre en fait la réelle valeur de la vie et de tout ce qui s'ensuit. Du coup, mortellement blessé, il est obligé de créer un genre de cœur au palladium, je crois, si je ne me trompe pas, qui lui permet également de servir de source d'énergie à une armure qu'il fabrique afin de s'évader, qui se fera appeler l'armure et lui-même l'ensemble Iron Man. Et il va combattre les méchants qui ne peuvent pas être combattus par les armées, puisque ça ferait un problème politique, hein. Grosso modo, c'est plus ou moins ça. Et il doit résoudre également des problèmes en interne au niveau de son entreprise et ainsi que des cas de traîtrise. Donc ça, c'est le premier film à Iron Man. Et on a également donc l'agent Coulson du Shield qui apparaît, ainsi que Nick Fury. Ils veulent le recruter donc pour le projet Avenger. Dans le deuxième film, l'incroyable Hulk, donc là je vais pas résumer, mais on a une petite apparition de Tony Stark qui vient à la fin donc proposer à Hulk, à Bruce Banner, de faire partie des Avengers. Il demande de les rejoindre. Or, le problème, c'est qu'il y a une petite incohérence, c'est-à-dire que normalement, on est censé voir dans l'ordre que l'on a visionné, donc Iron Man 1, l'incroyable Hulk, puis maintenant celui-ci. Le souci, c'est que dans ce film-là, donc on apprend que Tony Stark a refusé l'offre d'intégrer les Avengers. Finalement, donc cette offre-là revient sur le tapis à la fin du film. Du coup, il renégocie le contrat avec Nick Fury. Et donc, c'est vraiment officialisé son, donc il fait pas partie du groupe en tant que tel, mais en tant que membre, mais plutôt en tant que prestataire, c'est ça. C'était le mot, non? Intervenant? Conseiller Conseiller intervenant. Conseiller intervenant prestataire, donc, donc il fait partie du groupe Avenger, mais pas un membre officiel. officiel. Donc grosso modo, c'est ça, c'est ce qui est négocié à la fin du film. Je vous en parle maintenant avant de voir le synopsis, tout simplement pour dire qu'il y a une petite incohérence puisque c'est des choses qui sont acquises lorsqu'il vient voir Bruce Banner à la fin d'Incroyable Hulk. Donc dans un ordre scénaristique, il aurait mieux valu voir Iron Man 1, Iron Man 2 et après l'Incroyable Hulk. Après, si on veut vraiment faire pinailler, il aurait fallu voir d'abord en tout premier Captain Avenger, puisque tout ce qui se passe dans les événements de Captain Avenger se passe bien avant. Mais dans ce cas-là, on serait dans le même cas de figure que Resident Evil 0 et Resident Evil 1, puisque Resident Evil 0, le jeu se passe avant le 1, mais jouer au 0 avant de jouer au 1, c'est se spoiler beaucoup de choses, notamment sur les réelles motivations de Albert Wesker. Donc c'est un petit peu le même cas de figure. Le problème, c'est que on va apprendre dans le film Captain Avenger certaines informations, tout ça, sur le père de Tony Stark, tout ça, et qui spoilerait des événements. C'est pour ça qu'il faut le voir après. Donc bref, alors de quoi parle le film?
Robert Downey Jr. retrouve son armure dans le rôle du milliardaire Tony Stark avec cette suite spectaculaire. Maintenant que son identité secrète de super-héros a été rendue publique, la vie de Tony est plus intense que jamais. Le monde entier veut une part de la technologie Iron Man, certains pour le pouvoir, d'autres pour l'argent, mais pour Ivan Vanko, Whiplash, il s'agit de vengeance. Tony doit de nouveau enfiler son armure pour affronter un ennemi plus dangereux que jamais, avec l'aide de ses nouveaux alliés, avec Mickey Rourke, non pas avec Mickey Rourke dans ce cas présent, il joue le méchant. Gwyneth Paltrow, qui rejoue Pepper Potts, Don Cheadle et Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, c'est j'ai trop de mémoire. Black Widow. Iron Man 2 bénéficie d'un casting impressionnant, donc citation de l'indépendant. Alors, pour résumer un petit peu le film, donc Iron Man, donc Tony Stark n'a pas réglé tous ses problèmes. En fait, le souci c'est que le cœur en palladium qu'il a créé dans le premier film, dans les événements précédents, lui permet donc d'éloigner les fragments de shrapnel de son cœur. Donc c'est un système d'aimant, enfin, si on veut simplifier, c'est un genre de système d'aimant et ça permet de garder les fragments vers le haut du corps et de ne pas trop s'enfoncer au niveau du cœur. Parce que si ça touche le cœur, c'est fini, il est mort. Grosso modo, c'est ça. Le problème, c'est que le palladium et tout, comme beaucoup de matériaux plus ou moins radioactifs, enfin là dans le cas c'est pas vraiment radioactif, mais il y a des conséquences, et ce qui lui permet de le maintenir en vie temporairement, ça le tue à petit feu. Donc il se sait mourant et du coup il va devoir essayer de régler rapidement toutes les choses afin que ça puisse poursuivre son cours. Donc il va faire des donations des choses de ses collections privées à des œuvres de charité. Il va il va choisir un nouveau président pour Stark Industries, donc j'essaie de ne pas trop spoiler. Il va évidemment cacher son problème à Pepper Potts puisqu'il est toujours très, très fortement amoureux d'elle. Ouais, mais si ça se devine. Dans ses intentions, dans ses petits gestes, tout ça. Mais donc il y a ça, et du coup il va également essayer de faire pas mal de choses qu'il aurait toujours voulu faire. Il va prendre énormément de risques, il va se mettre à faire du sport, de la boxe, de la Formule 1, tout ça. Il va évidemment être surmédiatisé, donc ce qui va flatter son ego, puis avec le petit côté narcissique de Tony Stark. Le problème c'est que tous ces événements, tout ça, ça fait beaucoup de bruit. L'armée aimerait avoir le contrôle de ça ou avoir l'exclusivité sur la technologie Tony Stark et Iron Man. Le problème c'est qu'il n'est pas d'accord, et puis son ami donc qui est colonel dans l'armée essaie de temporiser les choses et essayer de faire en sorte que Tony Stark puisse garder le contrôle d'Iron Man, ce qui n'est pas simple du tout. Donc il va y avoir également des conflits avec son ami. D'ailleurs son ami avait lorgné dans le premier film sur une des armures d'Iron Man, donc celle tout en chrome. Du coup on devine aisément que dans ce film là donc il va y avoir deux Iron Man. En fait c'est pas vraiment deux Iron Man, mais bon ça c'est dans les comics, si vous avez lu les comics, sinon vous l'apprenez dans le film. C'est qu'il y a son ami va devoir revêtir une armure, mais avec un nouvel équipement, avec l'armure va être boostée à l'aide de beaucoup d'armements surpuissants. Dans les comics, normalement, il se fait appeler War Machine. D'ailleurs, on peut également le jouer dans certains jeux vidéo, je crois dans certains Marvel versus Capcom, il me semble. Donc voilà, il y a ces petits conflits, donc il va y avoir des conflits à régler avec il va y avoir des soucis avec Pepper Potts, des conflits avec son ami, également avec l'armée. Également, le problème c'est qu'il y a une autre entreprise d'armement concurrente qui lorgne sur sa technologie, qui essaie de limiter, mais qui n'y arrive pas. Également, le problème des médias, c'est que un ancien ennemi de son père, donc qui avait des choses à régler avec la famille Stark, décide de régler les comptes avec Tony Stark et crée lui-même un cœur en palladium et ainsi qu'un genre d'exosquelette à l'aide de fouets très puissants. Et il va s'en prendre à plusieurs reprises à Tony Stark et il va s'allier comment ça s'appelle,
à l'entreprise rivale de Tony Stark, afin de créer toute une armure de drones pour pouvoir le concurrencer. Donc du coup ça va être des règlements de compte, ça va être également des combats spectaculaires, beaucoup d'effets spéciaux, la continuité de l'histoire, et puis évidemment le Shield, Nick Fury et Black Widow qui vont interférer là-dedans, qui veulent essayer de contrôler à leur façon Iron Man, et puisqu'ils veulent l'aider à aller mieux, de façon à ce qu'il puisse s'intégrer après l'équipe, et également l'évaluer, savoir s'il est vraiment viable ou pas. Parce que le problème, c'est que même s'il est efficace au combat, il y a le caractère de Tony Stark qui est assez particulier. Donc, est-ce qu'il est vraiment gérable pour intégrer une équipe de super-héros ou pas? Donc, ça va être aussi une évaluation de par le Shield, de par Black Widow et Nick Fury. Donc voilà, grosso modo, tout ce que raconte ce film-là, avec une scène post-générique, donc il faut attendre jusqu'à la fin du générique. Donc on a plusieurs petites musiques sympas dans le générique de fin, notamment une musique assez connue de ACDC qui est vraiment très très fun. Et puis on a une petite scène post-générique qui montre l'introduction de l'arrivée de Thor. Où, après je ne spoil pas la scène, mais bon voilà, on devine que ça va parler du film Thor. Voilà pour résumer le film. Donc le boîtier est assez simple. Voilà. Après, comme les précédents films Marvel, normalement, pour ceux qui ont la version Blu-ray, ils ont droit à un petit truc qu'on s'appelle un petit court-métrage de quelques minutes qui montre des informations inédites. Je crois que c'est en relation avec le Shield, je sais pas, j'ai un doute. Mais ça, on l'a pas dans les DVD, c'est que dans les Blu-ray. Allez, on va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Iron Man 2 est un film américain réalisé par Jon Favreau, sorti en 2010. C'est la suite d'Iron Man, du même réalisateur, et précède Iron Man 3 de 2013. Donc nous on a vu les deux premiers. J'ai encore jamais vu le 3, ni Zoulud non plus, je crois. Donc le 3 fait partie de la phase 2, donc je suis quand même assez impatient d'y arriver, de le voir. Il s'agit du troisième film de l'univers cinématographique Marvel et fait partie de la phase 1. Au niveau de l'univers Marvel, il y a eu plein de films avant, mais là ils veulent parler du Marvel Universe qui s'est créé avec le premier film Iron Man. Sinon, il y a eu plein de films de licence Marvel bien avant. Synopsis détaillé, donc ça raconte tout le film. Fiche technique. Alors, dans ce film-là, j'ai pas vu le caméo avec Stan Lee. Ah, je sais pas. La plupart des films, il est flagrant. J'ai eu un doute à un moment donné parce qu'on a vu au début qu'est-ce qu'il a croisé des personnes, tout ça, Tony Stark, mais je suis pas sûr. J'ai eu un vague doute, mais d'habitude c'est assez flagrant, mais là. Alors, date de sortie du film, États-Unis, 26 avril 2010 à Los Angeles, après le 7 mai 2010. France, Belgique, 28 avril 2010. Classification tout public. Oui, j'ai rien vu de particulièrement gênant, le film peut être vu en tout public. Casting, Robert Downey Jr. pour Tony Stark Iron Man, Mickey Rourke pour Ivan Vanko Whiplash, Gwyneth Paltrow Pepper Potts, Don Cheadle, lieutenant-colonel James Rhodey, War Machine, Scarlett Johansson, Natalie Rushman, Natasha Romanoff, Black Widow, Sam Rockwell, donc Justin Hammer, Samuel L. Jackson, Nick Fury, Clark Gregg, Phil Coulson, agent du Shield, John Slattery, Howard Stark, Jon Favreau. Ah, le réalisateur, il joue également un personnage. Jon Favreau joue Happy Hogan. Il me semble, ça me dit quelque chose, Happy Hogan, il le cite dans un film, je ne sais plus. Paul Bettany qui joue la voix de Jarvis. Kate Mara qui fait un US Marshal. Leslie Bibb, Christine Everhart. Gary Shandling, sénateur Stern. Christiane Amanpour se joue elle-même. Ça va être quelqu'un de célèbre, mais je ne connais pas. Philippe Bergeron, inspecteur Lemieux. Tim Guiney, Major Allen. Larry Ellison se joue lui-même. DJAM se joue lui-même. Donc apparemment il y a des célébrités, mais après, Eric Lee Haney joue le général Meade. Evgeny Lazarev qui joue Anton Vanko. Stanley qui joue un journaliste confondu avec Larry King. Elena Matson qui joue Rebecca. Nia Monzikova qui joue Rebecca. Il y a deux Rebecca, une avec deux C, une avec un K. Margie Moore qui joue Bambi Arbogast. Olivia Moon qui joue Chess Roberts.
Elon Musk qui se joue lui-même, David Ransom qui joue Tony Stark jeune, Jack White qui joue Jack, Max Favreau qui joue Peter Parker. Ah, il y avait Peter Parker. Ah bon? Ouais, le petit garçon avec le masque d'Iron Man. Ouais. C'était Peter Parker. Quand il était enfant. Ouais. Mais du coup, Tony Stark était déjà adulte et ça fait corps avec la phase 2 où on voit Tony Stark dans le film Captain America Civil War lorsqu'il va chercher Spider-Man et que Spider-Man il est vachement jeune par rapport aux autres super-héros. Du coup, oui, entre-temps, il s'est passé un certain nombre d'années, donc si, ça fait logique. Ils ont quand même trouvé un moyen que ça soit cohérent. C'est plutôt malin, ça. Donc, Peter Parker, Spider-Man était fan d'Iron Man dans sa jeunesse. C'est marrant, ça. Et Max Favreau, donc, c'est les mêmes noms de famille que le réalisateur. Description des rôles. Don Cheadle remplace ici Terrence Howard dans le rôle de James Rhodes. Ah oui, il change donc l'acteur pour l'ami de... Ah. Pour le meilleur ami qui est colonel, ils ont changé l'acteur entre le 1 et le 2. Oui, Carla, je t'écoute. T'es plus là, Zou? Si, je suis là. Je te parlais. Je te disais, ils ont changé l'acteur pour le meilleur ami de Tony Stark. Ah bon? Ouais, c'était Terrence Howard dans le 1 et Don Cheadle dans le 2. Bah non. Bah, d'après la description des rôles, oui. Dans le 1. Tu parles de... Dans le rôle de James Rhodes, ils disent bien alias War Machine. Non, ils ont changé le casting. Ils ont dû prendre deux acteurs qui se ressemblent un petit peu, certainement. Terrence Howard. Dans le 1 et dans le 2, c'est Don Cheadle. Bah, il est déjà dans le 1, dans le Shield. Il jouait peut-être un autre rôle dans le 1. Non? Terrence Howard, mais je sais pas, parce que... Il est dans le 1, dans le Shield. Je vais regarder la fiche Wikipédia de Don Cheadle. Il joue peut-être pas le même rôle, on va y voir. Il était déjà dans le 1, je sais pas. Non, d'après Wikipédia, il était pas dans le 1. Alors pourquoi moi j'ai été mis dans Aaron? Il était dans le 2 et le 3. Dans Captain America Civil War, Avenger Endgame. Ah oui, Terrence dans le rôle de James. Ouais. Oui. Ouais, donc ils ont changé l'acteur pour James Rhodes. Donc c'est Don Cheadle qui remplace Terrence Howard, qui fait War Machine. Terrence Howard devait initialement reprendre son rôle dans Iron Man 2, mais cela a été compromis par plusieurs désaccords entre l'acteur et la production. Les deux acteurs ont déjà joué ensemble dans Collision en 2004. Il y a une scène qui se déroule à Monaco, le tournage a commencé en 2009. Post-production, alors que le premier film possédait un doublage réalisé en France, même pour la version québécoise, celui d'Iron Man 2 fut réalisé au Canada. Après, il parle de la musique. ACDC, la bande du film est une compilation du groupe hard rock ACDC sorti en avril 2010, comprenant les titres du groupe utilisés pour le film. Sorti le 7 avril 2010, Paramount annonce qu'il distribuera le film Iron Man 2 produit par Marvel Studios, désormais une filiale de Disney. Et qu'il aura donc, c'est à partir d'Iron Man 2 que Disney a récupéré Marvel en fait. Et qu'il aura sa première américaine le 4 mai 2010, et El Capitan Theater de Theo Hollywood sera détenu par Disney. Accueil critique. Il a reçu un accueil critique assez bon, recueillant 73% de critiques positives, avec une note moyenne de 6,5 sur 10 sur 298 critiques sur Rotten Tomatoes, qui est plutôt très bon. Sur Metacritic, 57 sur 100 sur 40 critiques collectées, c'est déjà un peu moins. En France, le film obtient une moyenne de 3,1 sur Allociné, bon, c'est toujours pareil aussi, qui recense 20 titres de presse. Moi, je le trouvais plutôt pas mal. Après, c'est dans la veine du premier film Iron Man. J'ai quand même un peu plus le coup de cœur, on va dire, pour le premier, parce que c'est vraiment là que le personnage est créé, tout ça. Mais voilà, il est assez sympa. C'est un film popcorn à voir comme ça, quoi. Après, il y a quand même pas mal de nominations. Autour du film, alors... le 2 juillet 2013, Disney rachète les droits de distribution sur 4 films Marvel Studios distribués par Paramount Pictures entre 2008 et 2011, Iron Man 2, Thor et Captain America.
Lorsque Tony Stark ouvre la malle contenant les affaires de son père Howard Stark, le spectateur peut y voir un schéma du cube cosmique, ainsi qu'un comics Captain America numéro 1 publié en mars 41. On peut voir Tony Stark caler son accélérateur de particules avec une ébauche du bouclier de Captain America. Oui, je l'ai reconnu, il me semblait bien que c'était un prototype ou quelque chose comme ça, du bouclier Captain America, qu'Howard inventa pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin du film, Tony regarde un dossier Avengers sur le bureau de Nick Fury. Au même moment, un reportage sur l'affrontement entre l'armée et Hulk à l'université QV a diffusé. Ce reportage est tout droit tiré d'Incroyable Hulk. Ah, j'avais même pas fait gaffe. Vers la fin du film, Zou. À la fin du film, quand il regarde le dossier pour Avenger, avant que Nick Fury lui dise qu'il a des doutes, tout ça, pour le recruter, à la télé, en fait, si on regarde bien sur le fond, à la télé, il y a un reportage sur des actualités qui se passent à un moment, et on voit en fait l'affrontement entre l'armée et Hulk, avec des scènes tirées du film Incroyable Hulk. Donc en fait, c'est vrai qu'ils ont mis le film Iron Man 2 après Incroyable Hulk, mais en fait, c'est les deux films, l'histoire se passe en parallèle. Les deux en fait, en même temps, presque, pratiquement. Justement, oui, c'est pour ça que c'est pas Nick Fury qui vient recruter Hulk et que c'est Tony Stark, parce qu'il lui dit qu'il a un problème dans le sud ou je sais plus quoi, qu'il a autre chose à faire, et dans la scène post-générique on voit Mjolnir, le marteau de Thor, et donc il va aller en urgence pour essayer de régler ce problème-là, Nick Fury, et du coup il peut pas aller recruter Hulk, et comme ça se passe en parallèle, du coup c'est Tony Stark qui est missionné pour aller recruter Bruce Banner. Ça fait corps, si, ça une logique, c'est plutôt cool. Bah, quand on comprend, c'est cool. Le film est sorti en DVD et Blu-ray le 26 octobre 2010 chez Paramount Pictures. Suite, le 26 mars 2010, Robert Downey Jr. déclare que Iron Man 3 est déjà en préparation pour 2012. Cette suite s'inscrit elle aussi dans l'univers cinématographique Marvel. Elle compte comme la 7e étape et fait partie de la phase 2. Voilà, c'est tout ce qu'on a sur Wikipédia. Le DVD, on l'avait acheté en brocante il y a quelques années, donc je l'avais eu pour 1€. Il était plutôt en bon état, juste quelques traces de doigts. Il est passé nickel, pas de problème, aucun défaut, tout ça, donc pas de souci au niveau de la lecture. J'ai regardé sur Amazon, le DVD est toujours en stock chez Amazon, expédié vendu par Amazon pour 10€. 10€, c'est un prix standard, donc pour un DVD neuf. Après, bon, c'est vrai que c'est pas tout récent, donc bon, c'est vrai qu'en général, les films quand ils sortent, c'est plus dans les 20€. C'est quand même un prix correct, mais il y a peut-être moyen d'avoir moins cher. Après, j'ai pas regardé sur tout internet, mais il y a plein d'autres sites. Il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, il y a Rakuten, il y a Fnac. Il y a peut-être moyen d'avoir le DVD un peu moins cher, surtout si vous en foutez du neuf, si vous cherchez l'occasion, vous l'aurez certainement moins cher. Après, un neuf, est-ce qu'on peut avoir moins 10€? Oui et non. Sur internet, ça va être un peu compliqué. Après, souvent dans les hypermarchés, il y a des promotions de DVD dans les 5€. Ça, c'est très souvent. Et les films de super-héros, ça m'est déjà arrivé d'en trouver dans la 5€. Donc voilà, c'est tout. Allez, sur ce, donc je vous dis à très bientôt, une bonne fin de week-end, une bonne semaine à venir, et j'espère vous retrouver d'ici quelques jours. Allez, à bientôt. Au revoir.